Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on vous emmène voir deux oiseaux absolument extraordinaires. L'un est magnifique, l'autre est toutefois très dangereux. Comment ça va Sophie? Bon, très dangereux, tout est relatif quoi. Moi Oui, ça va c'est très pas le cas Sohar à casque qui effectivement a tué des gens dans la réalité, effectivement. Voilà, voilà, donc Mais tout tout va de même, bien. tout de même. Mhm. On va parler de la harpie féroce de mon côté. C'est Oui, un rapace mythique, si je puis dire. mythique. Considéré oui. comme La l'un des plus mythologique, dangereux d'ailleurs du monde. Mythologique si c'est une harpie d'ailleurs, ça marche Mhm. aussi. Ah, j'ai pas prévu de parler des oiseaux du lac Stymphal, mais ça aurait pu. Bon, ça reste une harpie hein, après tout. Et toi, du coup, Sophie, tu nous parles d'un des plus beaux oiseaux d'Australie. Le mérillon superbe comme son nom l'indique. J'ai hâte de découvrir ce que tu as à nous dire sur cet oiseau magnifique. Mhm. Mais avant tout ça, la fameuse rétro habituelle, que je vais commencer, par parler d'une bonne nouvelle, un reportage qui a été réalisé par Reporter, on les salue si il y a quelques personnes qui nous écoutent, en rapport avec un oiseau qui a décidé de refaire son apparition en Gironde. Alors en Gironde, il y a eu des incendies en 2022 qui ont ravagé notamment les monocultures de pin. Ces incendies ont une conséquence heureuse puisque un oiseau qui était présent dans ces environnements a fait son grand retour, le courlis cendré. Voilà. Et le retour de cet oiseau pose évidemment la question de ce qu'on doit faire maintenant de ces fameuses monocultures de pin, puisque l'objectif à court terme et même à moyen terme est de remettre en place ces pins maritimes qui ont été par la suite incendiés, enfin plutôt par avant incendiés lorsqu'il y a eu ces fameux incendies de 2022 qui ont ravagé plus de 32 000 hectares. Voilà. Et donc c'est un oiseau qu'on est très content de revoir. On n'aurait pas cru que celui-ci aurait pu revenir, mais celui-ci est revenu sur quelques petits endroits qui ont justement été par la suite repeuplés par la lande. Bah c'est top ça, mais bon, c'est... Après, je sais pas si remettre une monoculture de pin, c'est forcément la meilleure des solutions. Enfin, ça dépend comment tu gères ta monoculture, évidemment, mais généralement, c'est quand même des zones qui sont assez pauvres en biodiversité, donc c'est pas étonnant que certaines espèces s'enfuient. Oui. Alors en plus, il faut préciser quelque chose, c'est que le courlis cendré est chassable. Alors plus maintenant, mais plus pour très longtemps, puisque c'est uniquement jusqu'au 30 juillet 2025 que la suspension de la chasse du courlis cendré a lieu. Voilà. Donc c'est aussi un oiseau que l'on chasse en France. Voilà, en espérant évidemment que cette suspension soit renouvelée, mais ce n'est pas encore fait. Très bien. Et ben moi de mon côté, est-ce que tu savais, enfin je pense que pour tout le monde ça va être assez clair, mais est-ce que tu savais que les oiseaux qui sont les plus colorés, les plus beaux, les plus attrayants, les plus attractifs, sont aussi les plus étudiés dans le monde scientifique ? Ça me surprend pas. Eh ben, ça ne surprendra personne effectivement, mais il était bon de le vérifier par des statistiques, et c'est chose faite, parce qu'une nouvelle étude a été publiée et dit, donc ça en avril 2025 de cette année, c'est effectivement cette année, autant pour moi, du coup, dit que les oiseaux qui sont les plus colorés, les plus attrayants, sont effectivement les plus étudiés dans le monde scientifique. C'est comme ça, malheureusement. Les choses qui sont un peu grisâtres, un peu brunâtres, et qu'on ne sait pas trop les différencier les unes des autres, mais finalement c'est pas très intéressant, donc on ne les étudie pas. C'est ça. Mais je serais très curieux de savoir si on aurait des études aussi sur les groupes d'oiseaux qui sont les plus étudiés. Parce que je trouve qu'on a une très forte propension de personnes qui étudient les rapaces, les corvidés, les psittacidés, mais on se faisait la réflexion avec d'autres ornithologues de se dire mais tiens, on n'a pas par exemple d'experts de la fauvette ou d'experts de je sais pas moi
je sais pas, la rousserolle turdoïde ou ce genre d'oiseau ou même des espèces de canards qui sont un petit peu plus rares et peut-être moins colorés que d'autres. Je serais curieux de savoir si on a des études justement qui confirmeraient ces biais qui à mon avis doivent tout à fait exister. Peut-être, mais je connais quelques des experts de canards, cela dit, mais peut-être pas d'une espèce en particulier. Désolé, j'ai galéré à trouver des exemples alors qu'il y en a 11 000, mais... Non. Bon, d'accord. Un oiseau, justement, ce sera ma deuxième et dernière news, qu'on étudie de manière, on va dire, très bien. C'est l'huîtrier pie. Oui. Voilà, il a même des programmes de recherche et des programmes de conservation. Et on a découvert un truc incroyable, alors qu'on pensait que l'espérance de vie de l'oiseau était d'environ 12 ans. Eh bien, il s'est avéré que 2 individus qui sont surveillés par le Wash Weather Research Group ont trouvé des individus âgés respectivement de 41 et de 43 ans. Quand même. Ce qui remet en perspective ce que l'on savait concernant l'espérance de vie de cet oiseau, qui est peut-être bien plus importante qu'on puisse le croire. Mais tu sais, ça m'étonne pas trop, parce qu'il existe des individus en captivité de beaucoup d'espèces qui doublent, voire qui triplent leur durée de vie, comparée à celles qu'on trouve dans la nature. Simplement parce qu'ils ont réussi à échapper aux prédateurs, aux maladies, à des trucs comme ça, donc ça m'étonne pas que dans la nature, on ait aussi quelques individus assez extrêmes comme ceux-là, qui puissent avoir des durées de vie très très longues. Absolument. Bon, on avait parlé justement de l'albatros de Laysan, dont j'ai oublié le nom, de Wisdom, voilà, oui, qui a 74 ans, voilà, et on estime que certains oiseaux seraient capables de dépasser le centenaire. Oui. On n'a jamais observé ce genre de choses. Si vous trouvez des informations sur le net, sachez que elles sont pour la très grande majorité erronées. On a un record du monde dans le Guinness Book, mais je crois qu'il n'est pas vérifié pour autant, qui je crois date de 184 ans, je crois. Enfin, c'est un truc absolument aberrant. Mais on estime effectivement que certains oiseaux seraient capables de dépasser effectivement le centenaire. Malheureusement, à chaque fois, il n'y a personne pour pouvoir le démontrer scientifiquement. Il faudrait qu'ils l'enregistrent quelque part, quoi. Ils n'ont pas des anniversaires comme nous. Faudrait qu'ils fassent quelque chose. Faudrait qu'ils nous le disent, quoi. Au bout d'un moment, on peut pas non plus tout faire à leur place. Voilà. Non, c'est ça. Non, mais il faut des journaux, il faut une gazette, tu vois. Oui. Il faut un courrier. Il faut un courrier. Exactement. Il faudrait un courrier. Non, mais c'est vrai. Sophie, pour ta dernière information. On repart sur la grippe aviaire. Alors, on en avait parlé dans d'autres épisodes. Et en l'occurrence, cette fois-là, on va parler d'une avancée qui est de très très bon augure, notamment pour nous, en tant qu'humains, parce que un vaccin a été développé contre le variant H5N1, qui est notamment celui qui se transmet aux mammifères. Donc on l'a trouvé notamment dans des vaches laitières et dans des chats domestiques, c'est un peu dangereux pour l'homme du coup. Et ce variant-là, finalement, il ne résiste pas à un nouveau vaccin qui a été développé très récemment et qui a été publié récemment. Il y a encore beaucoup de travail, effectivement, pour tester l'innocuité du vaccin pour nous, mais en l'occurrence sur des souris, sur le modèle souris qui a été utilisé, il est quasiment impénétrable par le virus H5N1. Et ça, c'est formidable. On espère vraiment que ça va continuer dans cette voie et que les tests sur l'homme pourront être effectués assez rapidement pour prévenir peut-être une prochaine pandémie. Qui sait, mais les virus mutent également et il se peut que le vaccin soit inefficace si jamais il est inoculé face entre guillemets à la mauvaise souche. Voilà, les virus mutent, c'est pour ça qu'on se fait vacciner contre la grippe tous les ans. Pour ceux qui se font vacciner contre la grippe, on a des fois la possibilité d'attraper sa grippe, tout simplement parce que le virus a muté. Et donc le vaccin est moins efficace, pas forcément, ça veut pas dire qu'il n'est pas efficace contre un variant plutôt qu'un autre. Voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi on se fait vacciner. On se fait pas vacciner pour éviter d'attraper la maladie. On peut l'attraper, c'est possible, mais on évite de développer des formes graves. C'est surtout ça l'objectif de la vaccination. C'est surtout les effets secondaires, les effets secondaires qu'on va avoir derrière, et puis aussi c'est l'histoire du parapluie vaccinal avec le fait qu'on puisse protéger les autres en se protégeant soi-même, car on ne sera plus on ne transmettra plus le virus et donc on pourra protéger notre entourage grâce à ça. Exactement.
Eh bien, on termine la rétro là-dessus. Sophie, est-ce que tu veux parler du Mérion superbe pour commencer? Je parlerai de la terrible harpie féroce, la deuxième partie de l'émission. Eh ben avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le Mérion superbe, Malurus cyaneus? Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous encourage vivement à aller voir des photos sur le net parce que c'est un oiseau qui est, mais alors, d'une couleur absolument fantastique. On a on oscille entre les bleus, alors les bleus foncés, les bleus nuit, mais aussi du bleu très clair sur la tête, et puis le reste du corps avec des gris assez clairs aussi. C'est vraiment un ensemble de couleurs qui, moi, je trouve formidable. Enfin, en même temps, j'aime beaucoup le bleu, alors voilà, peut-être un peu biaisé. Mais il a quand même, moi je trouve qu'il a une dégaine, tiens, cet est-ce qu'il n'y oiseau. aurait pas un biais par rapport aux couleurs des oiseaux? Du tout. Les oiseaux les plus colorés. Mais ça se trouve, il y a un biais chez les couleurs des oiseaux les plus étudiés. Non, Je sais pas, parce que ça n'a pas été étudié pour le coup. ça serait intéressant. Ah, bref. Exactement. Mais en l'occurrence, la femelle, par contre, elle, n'a pas du tout les mêmes couleurs, vu qu'on est sur un animal qui est plutôt dans les tons gris, bah dis donc, un peu brun. Oui, comme chez beaucoup d'oiseaux, finalement. Mais elle a tout de même un petit bec rouge et un joli petit masque rouge, assez effacé, mais qui est quand même là. Et mine de rien, elle a son petit maquillage à elle, discret, mais très classe. Alors, ce Mérion superbe, donc, vit en Australie, principalement. Pas du tout en voie de disparition ou quoi. Mais, en l'occurrence, il est pas mal utilisé dans beaucoup d'études, parce que c'est un oiseau qui est assez facile d'accès, et qui est facile à étudier, donc. Alors, en plus, c'est joli. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a tendance à bien vouloir les étudier, parce que c'est quand même mignon à regarder, hein, mine de rien. Donc, c'est un tout petit oiseau, à peu près 14 cm de long, une dizaine de grammes, pas plus. Et c'est un tout petit oiseau qui a une particularité, c'est que non seulement les mâles chantent, mais aussi les femelles. Et on en avait parlé, il me semble, dans un précédent épisode où on parlait du chant, notamment de ces animaux, en disant que les oiseaux pouvaient se répondre, les mâles et les femelles, et qu'ils pouvaient même chanter en duo. Absolument. Et voilà. Information que j'avais trouvée dans un livre à l'époque et j'avais été incapable de trouver une source et c'est toi qui l'as reconfirmé dans une précédente rétro. Comme quoi tous les épisodes se répondent. Et c'est un univers à part entière. C'est les oiseaux. Et alors, donc ce Mérion superbe, avec la femelle et le mâle qui chante, il y a une petite étude qui a été publiée récemment sur les chants donc de ces oiseaux-là. Et elle n'a pas été publiée sur n'importe quel chant, elle a été publiée sur les chants des oiseaux en fonction de leur personnalité. Alors, est-ce que tu savais que les oiseaux pouvaient avoir des personnalités différentes ? Oui, effectivement. Oui. On en avait parlé. On en a parlé, effectivement. D'une étude sur la mésange charbonnière. Oui. On avait des mésanges qui étaient plus aventureuses que d'autres. Exactement. Et d'autres qui étaient plus timides, du coup. Exactement. Voilà. Et alors là, dans cette étude-là, ils ont regardé principalement 2 types de personnalités, en l'occurrence l'agressivité, savoir si l'oiseau était plus ou moins agressif de base, parce que du coup ça joue un rôle dans la défense du territoire notamment, hein, et puis dans la reproduction, parce que tu vas peut-être être un peu plus agressif envers les autres mâles pour avoir les femelles, hein, ça va être important pour ça. Et aussi leur capacité à explorer et à être plus ou moins qui sont plus ou moins explorateurs dans l'âme, en quelque sorte, comparé aux autres petits mérions superbes. Donc ces 2 types de personnalités ont été très étudiés dans cette étude-là, et ce qui les a intéressés, c'est de voir la relation entre la personnalité de l'oiseau et le chant qu'il avait, et peut-être les modifications de ce chant, parce que tous les mérions superbes n'ont pas exactement le même chant, que ce soit les mâles ou les femelles. Il y a des petites différences, des différences régionales notamment, mais aussi des différences en fonction des individus, et notamment des différences qui sont, il semblerait, basées sur leur capacité à explorer ou leur agressivité. Et c'est là donc que cette étude est intéressante parce qu'elle a quantifié en quelque sorte l'agressivité de jeunes mâles et elle a quantifié la capacité d'exploration d'autres jeunes mâles et elle a essayé de voir s'il y avait une relation entre la diversité du chant et ces deux caractéristiques-là. Et effectivement, c'est le cas.
Parce que les mâles qui ont plus tendance à explorer, ils vont voir plus d'environnement et il y a plus de modifications dans leur champ, peut-être parce qu'ils ont pris des notes ici à droite à gauche qui viennent d'autres endroits par exemple. Ah, ça serait intéressant ça, de savoir si ça fonctionne comme chez les abeilles. Visiblement ça marche comme ça. Ça serait incroyable. Et effectivement, ils ont réussi à enregistrer donc les chants que ces oiseaux émettaient sur plusieurs mois après les avoir fait tester en captivité, voir s'ils étaient agressifs ou pas. Et effectivement, il y a aussi une relation à l'agressivité de l'oiseau, et donc en fait, la personnalité de l'oiseau se voit à travers son chant. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'il est possible que du coup, les femelles sélectionnent les mâles en fonction de la personnalité du mâle aussi. Et donc on attend les prochaines études à ce sujet. Mais ça, c'est intéressant. Donc en fonction de votre personnalité, si vous êtes un oiseau, vous allez chanter différemment. Enfin, en tout cas, chez cette espèce, ça va peut-être pas chez toutes. Ah, super. Voilà. Mais c'est vrai que oui, on n'a pas... C'est tout un univers de possibilités. On dit ça à chaque épisodes quasiment. Par rapport aux découvertes qu'on fait, c'est vrai que la personnalité des oiseaux, pour l'instant, on l'a très très peu étudiée. Je sais même pas si on a des vraies études là-dessus. Comme je l'ai dit, on a quelques études qui ont été menées sur les conséquences que peuvent apporter différents types de comportements sur la recherche de nourriture ou autre. Mais le comportement en tant que tel des oiseaux n'a jamais été réellement étudié. La personnalité des oiseaux en elle-même, à ma connaissance, n'a jamais été étudiée. Donc ça ouvre un univers de possibilités. Et le fait que tu parles justement de prise de notes d'un oiseau qui est beaucoup plus explorateur, ça veut peut-être dire effectivement que c'est peut-être un oiseau qui va prendre des notes par rapport à l'endroit justement où ils vont potentiellement nidifier ou chercher de la nourriture, etc. Donc ça peut aller encore beaucoup plus loin que juste le trait de personnalité que tu as évoqué. Exactement. On connaît pas encore tout des chants d'oiseaux, il y a encore beaucoup à découvrir, ça c'est clair. Mais en tous les cas, c'est une avancée intéressante. On va peut-être pouvoir les comprendre un de ces jours et traduire effectivement ce qu'ils racontent, ça pourrait être intéressant. Oh il y a déjà plein de gens qui font ça sur le net, genre... C'est vrai. Genre les fameux mèmes là avec les oiseaux qui insultent les gens. Oui, c'est vrai. J'espère que c'est pas des insultes. Ce qui est une réalité en vrai, mine de rien. J'espère que non. J'ai pas envie de me faire insulter le matin en ouvrant ma fenêtre, merci. Quand un oiseau est agressif et qu'on entend son chant, mine de rien... Oui. Tout de même. C'est sûr. Ah voilà, une petite étude. Alors c'était juste une petite étude cette semaine pour être un petit truc un peu plus décontracté, un peu plus light. Voilà. C'est vrai qu'on sort de quelques épisodes très très longs. Je me suis dit on va changer. On va rester dans l'agressivité, Sophie. Parce que je vais parler de la harpie féroce. Mais avant de parler de la harpie féroce, je vais parler de la buse variable. Voilà. Du coup... Et parler d'un fait divers qui a eu lieu en février dernier. On est en Savoie. C'est une femme de 43 ans qui a été attaquée par une buse alors qu'elle faisait son jogging matinal. Attaquée ? Alors, elle a pas attaquée, absolument. Ah bon ? Alors, elle a pas spécialement compris ce qui s'est passé, mais elle a très très vite remarqué qu'elle s'était fait attaquer parce que justement elle saignait beaucoup au niveau de la tête et du crâne. Donc elle a été pris directement par un chauffeur de bus scolaire qui lui a demandé ce qui s'était passé. Il l'a ramenée chez elle, elle est rentrée dans sa famille, elle n'est pas passée par l'hôpital. Ils ont désinfecté la plaie et puis par la suite tout est bien qui finit bien. La jeune femme de Sonia de son prénom va très bien. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, Sophie, mais on a de temps en temps des attaques d'oiseaux, notamment des attaques de rapaces, lorsqu'arrive la période de nidification des rapaces, qui a lieu généralement entre février et avril-mai. Donc ce sont des cas extrêmement rares, c'est quelque chose qu'il ne faut pas formaliser comme « Oh là là, mon Dieu, ça arrive tout le temps !» Non, c'est très 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 rare que ça arrive, mais voilà, quand
vous êtes dans un secteur où eh bien on a une nidification de rapaces qui peut avoir lieu, rapaces ou autres, hein, parce qu'on peut avoir aussi des corneilles qui attaquent des passants ou des oiseaux encore plus petits, hein, mais voilà, c'est souvent très impressionnant lorsqu'on parle de rapaces, eh bien et vous avez la possibilité d'avoir ce genre de comportement, et généralement il suffit de signaler à vos mairies ou aux préfectures les endroits justement un petit peu dangereux, et généralement eh bien les personnes font le nécessaire pour indiquer attention, vous avez présence de rapaces ici, passez par un autre chemin, etc. Voilà. Mais ça reste quand même des attaques qui sont très marginales. On va à peu près 11 000, 12 000 km de là, on part en Guyane, Sophie, à la rencontre de la harpie féroce, un oiseau magnifique que l'on trouve dans la forêt amazonienne, qui est souvent présent du côté du Suriname et de la Guyane. Il est assez éparpillé en réalité dans la forêt amazonienne, aussi parce que c'est un oiseau qui a besoin d'être présent dans les forêts matures, et avec la déforestation, eh bien sûr son environnement se réduit. Donc c'est un rapace que l'on trouve vraiment partout dans la forêt amazonienne, mais on va dire de manière très sporadique, et les aires de répartition les plus importantes de ces oiseaux, c'est du côté du Suriname et de la Guyane, qui sont voisins, et aussi du côté de l'Équateur, donc de l'autre côté pour le coup, puisque on est sur la côte est pour tout ce qui est Suriname et Guyane, et sur la côte ouest pour ce qui est Équateur. Donc c'est un rapace très inquiétant, qui est surtout bien connu pour sa couronne de plumes caractéristique qui le fait paraître encore plus menaçant qu'il l'est habituellement, et c'est un oiseau qui est très agressif envers les ornithologues, parce que c'est un oiseau qui niche très haut dans la cime des arbres, au-dessus de la canopée, et les ornithologues, pour observer, pour baguer les petits, il y a des programmes de conservation de ces oiseaux qui se font, ils revêtis de véritables armures pour protéger le corps des coups de griffe. Ils mettent des cottes de mailles, ils mettent des casques, voire même des aumes, quasiment de chevaliers, pour éviter justement de se faire frapper à la tête, parce que c'est là le point le plus critique, c'est surtout de se faire frapper à la tête, et c'est généralement l'endroit que vont privilégier les oiseaux. D'ailleurs, parenthèse, si vous faites attaquer par un oiseau, ne courez pas, parce que la vitesse est souvent considérée comme un signe d'agressivité chez les oiseaux, et ceux-ci auront davantage tendance à vous attaquer si justement vous êtes plus rapide que si vous marchez. Donc, ces ornithologues, ils prennent d'énormes risques. Il y a un documentaire d'ailleurs qui avait été réalisé par la BBC en 2010 qui s'appelait The Monkey Eating Eagle of the Orinoco. Je vais la refaire, The Monkey Eating Eagle of the Orinoco, et c'est justement dans ce documentaire que j'avais découvert ce rôle très ingrat de l'ornithologue qui montait à la corde, puisque comme je l'ai dit, on était très très haut, le nid est très très haut, et surtout avait on va dire dizaine, voire vingtaine de kilos d'équipement autour de lui pour éviter de se faire attaquer par l'oiseau, ce qui n'avait pas marché parce que des fois, au fur et à mesure d'asséner des coups à la tête, parce que les oiseaux évidemment vous attaquent en plein vol, les ornithologues peuvent perdre connaissance. Voilà. Donc ça peut être provisoire, comme ça peut être beaucoup plus long, et là effectivement il faut intervenir dans l'urgence. Mais grosso modo, mis à part ces personnes-là, il y a pas grand monde qui se fait attaquer par les harpies féroces, quoi. Les harpies féroces, elles sont, c'est pas vraiment des... Oui. Voilà, exactement. Sauf que, en 2023, ah oui, il faut bien qu'il y ait quand même un contre-exemple. Et c'est d'ailleurs le résultat d'une étude. Une jeune femme de 29 ans s'est fait attaquer par une harpie féroce. Alors, on est en Guyane, on est dans un fameux Bird Tour, donc grosso modo, c'est des voyages qui ont pour objectif vous faire découvrir la faune locale, et ici, les oiseaux. Donc, il y a des guides qui sont embauchés sur des parcours balisés, ou sur des réserves, ou dans des secteurs un petit peu, on va dire, sanctuarisé, et l'objectif c'est d'aller observer les différents oiseaux et d'apprendre le plus d'informations sur eux. Donc il y a 11 personnes lors de cette fameuse observation qui tombent justement sur une harpie féroce qui se pose à 6 mètres de hauteur d'eux. Donc le guide leur indique que c'est un oiseau que l'on voit de manière assez classique, aussi bien en Guyane que dans le secteur, puisque c'est un oiseau qui avait été vu dans le secteur depuis plusieurs semaines. Et puis la jeune femme de 29 ans et son compagnon décident de changer de position pour prendre l'oiseau en photo. Ah.
Erreur grossière parce que l'oiseau il est un petit peu énervé dans un premier temps, mais la deuxième erreur c'est que le guide et ce groupe de personnes décident de partir un petit peu en amont, laissant justement la femme et son compagnon. Et lorsque les deux se retournent pour rejoindre le groupe, l'oiseau descend directement en piqué sur la tête de la femme qui est blessée à la tête. Alors l'homme tente comme il peut de retirer justement l'oiseau des griffes, enfin l'oiseau qui a pris justement, j'ai envie de dire, pris en griffe le sommet de la tête. Il parvient justement à libérer l'oiseau et l'oiseau s'envole, comment dire, assez loin, sans visiblement avoir eu beaucoup de problèmes. Ce qui n'est pas le cas de la femme, puisque elle est admise au service des urgences de l'hôpital de Kourou. Alors 7 heures plus tard, parce que bah évidemment on est dans un endroit où on est dans une forêt, on est dans un endroit où c'est beaucoup plus difficile de faire venir les secours, et elle aura quand même 3 plaies du cuir chevelu d'environ 2 cm qui ont été observées sur le crâne. Alors ne vous inquiétez pas, ces jours ne sont pas en danger, elle va très très bien, mais ça aurait pu être bien plus grave si l'oiseau avait attaqué les vertèbres du cou ou les systèmes neurovisuels ou cardiovasculaires, donc tout ce qui va être la vue ou tout ce qui va être le système sanguin. Ça aurait pu être dramatique parce que ces touristes-là étaient vêtus de maillots de bain. Ils étaient absolument pas protégés contre les attaques de ces oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient se baigner par la suite dans la rivière qui était à quelques mètres de là. Donc, alors, je ne sais pas si cette femme, pour le coup, était en maillot de bain ou pas, mais en tout cas, c'est précisé dans l'étude que la plupart des touristes étaient dans cette tenue qui ne protège absolument pas, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et puis, ça aurait pu être dramatique si on avait eu un enfant, tout simplement, nourrisson, mais aussi jeunes enfants qui auraient pu effectivement succomber à ces blessures. Donc, l'étude elle est assez intéressante parce que c'est la toute première fois qu'un cas d'attaque de harpies féroces sur des humains qui ne sont pas des ornithologues sont recensés. Mais ce qu'il y a de très intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont fait une review, donc une recherche des études sur différents cas similaires qui ne concernaient pas uniquement la harpie féroce, mais les rapaces en général, et ils ont trouvé 3 attaques. C'est fou. Ils ont trouvé 3 attaques uniquement recensées dans la littérature, en précisant que on a beaucoup plus d'informations qui sont diffusées dans les presses locales et régionales, ainsi que sur Internet, que dans la littérature scientifique. Et je suis très surpris de cette affirmation, parce que je pensais que on avait beaucoup plus justement de références bibliographiques de ce genre de comportement, notamment dû à la fauconnerie, parce que la fauconnerie est quand même bien représentée dans la littérature, et je crois qu'on a un seul cas qui est mentionné justement dans cette étude d'un fauconnier au Pakistan avec je crois que c'est une buse de Harris si je dis pas de bêtises, mais un aigle de Bonelli, donc je suis assez surpris. Est-ce que Sophie, toi tu es aussi surprise que moi entre guillemets? Pas vraiment, non. Ces attaques, qu'est-ce que tu qualifies d'attaque déjà ? Alors, il parle d'attaques connues de rapaces sur l'homme lorsque celui-ci a été, porté, enfin, lorsque celui-ci a été blessé par l'oiseau. Voilà. D'accord, c'est comme ça qu'il quantifie en fait les attaques connues de l'oiseau. Voilà. C'est pour ça qu'il parle de littérature médicale. C'est à mon avis aussi pour ça qu'il y a ce biais qui existe. Ok, parce que des gens qui se sont fait attaquer par des rapaces, j'en ai vu déjà en fauconnerie. Mais il y en a plein. Oui, c'est juste que c'est pas enregistré en fait. Mm. Et ça conduit pas forcément à des blessures non plus, mais t'as beaucoup... Si jamais tu t'occupes pas bien, ou tu t'approches pas forcément bien de ton oiseau, ou tu sais pas y faire, tu risques de te faire attaquer, effectivement. Et c'est assez courant, des gens qui savent pas s'y prendre. Ou voir des oiseaux qui ont été maltraités en captivité, ça m'est arrivé, des oiseaux qui ont été maltraités en captivité et qui du coup t'attaquent derrière parce qu'ils pensent que tu leur veux du mal, même si toi t'as pas spécialement l'intention de les maltraiter, mais ils ont eu cette expérience et du coup bah voilà. Et ça m'est arrivé déjà plusieurs fois.
faut juste leur apprendre à se calmer un petit peu et puis à reprendre les choses un peu normalement derrière, mais ça m'est arrivé effectivement, ça a pas conduit à des blessures ou quoi, mais l'oiseau dans ces cas-là t'attaque et généralement il t'attaque au visage. Sophie, j'ai parlé du fait qu'il fallait éviter de courir. Est-ce que tu as d'autres conseils si jamais auditeurs et auditrices sont pris à être attaqués par un oiseau, qu'importe si c'est un rapace, mais aussi un plus petit oiseau. J'ai parlé de corneille, mais on a d'autres oiseaux qui sont capables justement de ce genre de comportement. Est-ce que tu as des conseils toi en tant que fauconnière aguerrie? Aguerri, je sais pas. Protégez-vous surtout la tête, comme tu l'as dit, le plus important et l'endroit où ils vont taper, c'est les yeux généralement. Donc protégez-vous la tête et les yeux. Mettez les mains devant, faites quelque chose. Les bras, ça se répare au pire, mais les yeux, ça se répare pas vraiment. Donc protégez-vous, couvrez-vous la tête, et puis effectivement, courez pas. Éloignez-vous, hein, ça c'est clair, mais n'allez pas courir spécialement. Ne vous éloignez pas, restez à l'endroit où vous êtes. Après, il peut arriver aussi qu'il y ait des oiseaux qui s'agrippent très très fort à vous et qui lâchent pas. Ça peut arriver notamment avec des hiboux, notamment les grands-ducs. Quand ils sont très stressés, en fait, leur premier réflexe c'est de serrer les serres. Bah là, c'est ce qui semble s'être passé justement parce que l'oiseau a eu énormément de mal à lâcher prise sur la femme, sur le crâne de cette pauvre femme. Oui, bah quand ils sont stressés, c'est comme nous, hein, ils ont la peur de leur vie dans ces cas. Et du coup, en fait, ils se contractent et ils n'arrivent plus à desserrer donc les serres et notamment chez les hiboux, c'est ce qui se passe le plus souvent chez eux. C'est parfois difficile de leur faire lâcher prise. Et dans ces cas-là, à moins de leur casser les doigts pour ouvrir la patte, c'est compliqué et souvent faut attendre que ça se décontracte tout seul. C'est difficilement gérable pour nous parce que faut bien comprendre que la force qu'on a derrière ces doigts-là dans les serres d'un rapace, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Nous, on n'est pas capable d'appliquer cette force-là, ça c'est clair. Donc faut attendre, faut se calmer, faut pas trop bouger, faut y aller doucement, quoi, mais... Dernière question, Sophie, est-ce que dans le cadre de cette attaque, justement, de la harpie, est-ce que le guide n'a pas été négligent? Négligent. Oui, j'ai eu raison. Négligé, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Non, est-ce que le guide n'a pas été négligent vis-à-vis, justement, d'avoir laissé ce couple tout seul face, justement, à l'oiseau? Si, complètement. Après, c'est pas forcément un oiseau qui est connu pour attaquer, donc je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, parce que. Mais faut aussi. Souvent, on se rend pas bien compte de quelque chose quand on est touriste et quand on. Moi, je le fais aussi moi-même, ça m'arrive. Hein, quand on est face à un animal sauvage, c'est un animal sauvage. On sait pas comment il va réagir. Il est par définition sauvage, donc il n'est pas apprivoisé. Il est là et vous êtes sur son territoire en l'occurrence. Donc faut y aller, faut y aller doucement, faut pas faire de gestes qui puissent forcément le braquer, faut rester avec le groupe parce que quand on est en groupe, on est toujours un petit peu plus je dirais pas plus menaçant, mais on est moins susceptible d'être attaqué par quoi que ce soit d'ailleurs. C'est comme ça que ça marche. Donc dans ces cas-là, faut pas juste se dire ah tiens on fait une petite balade dans la forêt, ça va être sympa. Non, si vous rencontrez un animal sauvage quel qu'il soit, hein, que ce soit un rapace ou autre chose, allez-y mollo. Faites pas de gestes brusques, ne faites rien qui puisse être considéré comme une attaque par l'animal en face. Sortez pas des appareils photo qui font clic-clic, qui font flash-flash, ça va pas bien se passer. Allez-y doucement, quoi. Faites pas de grands cris, de grands gestes, dire ah c'est trop bien, il y a un truc là. Oui, non, mollo, calmez-vous, doucement. Je sais que c'est des conseils basiques, mais souvent en fait on n'y pense pas, on est sur le moment, on voit l'animal, on se dit oh c'est trop bien, j'ai vu telle bestiole. Oui, mais vas-y, tu lui fais peur là, vas-y doucement. ça s'apprend, ça se maîtrise et voilà. C'est souvent ce qui est le plus difficile lorsque les gens commencent la photographie animalière, c'est justement de réfréner cette excitation de voir l'oiseau, parfois de très proche, hein, qu'on a tous, hein, parce que voilà, on voit parfois des choses absolument extraordinaires. Donc, et puis, mais il y a aussi ce respect à avoir de la nature. Voilà. Essayez pas forcément de vous approcher plus non plus. Il vous a laissé vous approcher jusque-là, tentez pas le diable non plus, n'allez pas trop loin. Il y a, en fait, chez toutes les espèces, et ça c'est peut-être ce qu'ils ont pas compris, je sais pas s'ils se sont approchés de l'oiseau ou pas, mais il y a une réaction... C'est pas mentionné en tout cas dans l'étude. Ce qui est mentionné, c'est le fait qu'ils bougeaient justement pour essayer de
de prendre l'oiseau en photo le mieux possible. Mais rien ne dit qu'ils se sont vraiment rapprochés de l'oiseau ou éloignés, c'est pas dit en tout cas dans l'étude. D'accord, mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est chez les animaux, il y a 2 réactions qui vont être possibles souvent lorsque vous êtes à côté, c'est ce qu'on appelle le fight or flight en anglais, donc en gros ça veut dire c'est la réaction va être soit de s'enfuir, soit de combattre. Donc si vous arrivez généralement devant un animal qui est une proie, sa première réaction va généralement être de s'enfuir. Sauf que si vous arrivez trop proche de cet animal-là et qu'il n'a pas la possibilité de s'enfuir, dans ces cas-là, il va vous combattre. C'est-à-dire qu'il va complètement attaquer. Même si c'est un herbivore, hein, ça change rien. Et c'est pareil pour les aigles. Si jamais vous êtes trop près et qu'il considère que vous êtes vraiment un danger, il est possible qu'il s'attaque à vous parce qu'il considère que là vous êtes vraiment trop près et qu'il n'a pas le temps de s'enfuir, ou enfin il y a un problème. Il peut y avoir un problème et dans ces cas-là il va vous attaquer effectivement. Donc n'oubliez pas de bien penser à cette distance, ne vous approchez pas trop, laissez à l'animal le soin de s'approcher s'il le veut, ou bien de pas être trop stressé parce que votre présence c'est un stress pour l'animal aussi. Donc laissez-lui un peu de distance, ne vous approchez pas trop et laissez-le gérer son stress de son côté parce qu'il va en avoir de toute façon parce que vous êtes là. Et beaucoup d'animaux, oui, je disais beaucoup d'animaux en fait vont vous le dire quand ils sont un peu trop stressés qu'il y a un problème. Normalement ça se voit sur la réaction de l'animal. Je sais par exemple en Afrique on a pas mal de trucs type gnou, gazelle et autres. Et normalement, vous le voyez tout de suite quand l'animal commence à être un peu stressé, il va y avoir des réactions un peu particulières. Chez les gnous, par exemple, ils vont faire une sorte de reniflement assez puissant, ça fait comme un gros souffle tout d'un coup, qui va vous dire, notamment les mâles, qui va vous dire là, tu commences à venir un peu trop près, t'approches plus, ou il va y avoir un problème. Et si vous connaissez un petit peu les animaux, du coup, dans ces cas-là, vous allez les écouter, vous allez stopper à ce moment-là, vous allez dire, ok, je bouge plus, parce que l'animal en question est complètement capable de vous encorner s'il en a envie. Donc faut aussi être un petit peu à l'écoute de ce genre de choses, et lorsque vous êtes avec un guide, surtout ne le quittez pas parce que lui il sait. Lui il a l'habitude, et lui il pourra vous dire non là t'es trop près, recule un peu, ou là tu peux t'approcher un peu, ça va, y a pas de souci. Mais et ça vaut aussi bien pour les oiseaux qui sont dangereux, enfin les animaux qui sont dangereux, que les oiseaux que vous croisez tous les jours, hein, que ce soit merle ou mésange ou autre. Vous avez aussi ces signes avant-coureurs. Ça se voit notamment chez le merle. C'est peut-être une très bonne école pour débuter justement si vous faites de la photographie animalière. Le merle noir émet des espèces de petits cliquetis, bouge la queue de manière on va dire assez saccadée lorsque celui-ci sent justement le danger. Et puis des fois regarde vers le ciel pour comment dire vers la direction dans laquelle il va s'envoler. Donc voilà, c'est toutes ces informations qui sont à prendre en considération. Voilà, n'oubliez jamais que même si on cherche la beauté de la photo, il y a la beauté de la nature à respecter avant tout. Exactement, il y a un respect à avoir. Tu fais bien de le mentionner. Eh bien, c'est sur ce respect, Sophie, que nous allons nous quitter. Merci beaucoup d'avoir tous et toutes écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de streaming, également sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez évidemment pas à aller sur YouTube. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à déposer vos questions dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cet épisode et également les anciens, à écouter aussi les anciens auxquels on fait référence dans cet épisode. Et puis je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations que nous avons décrites dans cet épisode dans la description, les sources bien sûr de ce que nous avons raconté. Merci à tous et à toutes, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.